Dataminer est heureux de vous présenter Parcours. Il est le directeur de la prévention des risques, de la sûreté et de la sécurité d'un monument qui a été chanté par Mélodie Gardot, Trenet, Mouloudji, Mistinguett, Nicolas Perrac, Maurice Chevalier, Dutronc-Ferré ou encore Obispo, d'un monument filmé par les frères Lumière, René Clair, Louis Malle, Truffaut. On le voit, ce monument, dans Men in Black, Fantomas, Ratatouille, James Bond, Un Indien dans la ville. Bref, c'est le monument le plus représentatif de la France. Son emblème, peut-être l'édifice le plus connu au monde, soyons chauvins. Son architecte a dit d'elle « Je vais être jaloux de cette tour. Elle est plus célèbre que moi. » Il s'agit bien sûr de la belle Tour Eiffel. Sébastien Duquesne, bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur notre plateau et d'être descendu de 300 et quelques mètres. 330 mètres. 330 mètres pour nous rejoindre dans les sous-sols de ANews Sécurité. Alors justement, pour arriver à ce sommet, quel était votre parcours? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Et pour la genèse, où êtes-vous né et où avez-vous passé votre adolescence? Alors je suis né à Lille et j'ai passé toute mon adolescence dans le nord de la France. D'accord. Dans la région de Lille. Et qu'est-ce que vous souhaitiez faire quand vous étiez bambin? Alors on a toujours plusieurs rêves. Ouais. Le rêve d'être un grand sportif professionnel. Ok. Moi j'avais envie de prendre des responsabilités. D'accord. Voilà. J'avais envie de prendre des responsabilités, j'avais envie d'être impliqué dans le leadership, comme on le dit maintenant. Petit Et déjà? Déjà petit, oui, j'avais ces petites envies d'être à la tête d'une équipe. Et plutôt au départ dans le sport, parce que vous citiez Oui, le sport. un peu dans le sport, Quel parce sport? que j'avais une grande passion pour le rugby, mais D'accord. je jouais beaucoup au football à l'époque. Ok. Et petit à petit, adolescent, je me suis rendu compte que le milieu militaire était quelque chose d'extrêmement attrayant, quelque chose qui me passionnait petit à petit. Puis il y avait cette envie du goût de l'aventure. Le voyage peut-être? Le voyage et peut-être aussi, il faut l'avouer, le prestige de l'uniforme. Voilà, c'est tous ces petits points-là qui font que je me suis dirigé petit à petit vers une carrière militaire. Est-ce qu'il y avait des militaires dans votre famille? Alors, c'est une très bonne question. J'avais un grand-père maternel qui était commandant de réserve, mais qui n'a pas eu d'influence, en fait, D'accord. sur mon choix. Non, c'était vraiment quelque chose de très personnel. Aux grandes dames de mes parents au début, Ouais. et qui ont oui fini par comprendre que, effectivement, c'était la voie que je voulais me tracer. Alors, de 92 à 95, vous êtes Prytanée national militaire de la Flèche, Oui. l'un des 6 lycées de la défense française, fondé en 1604 par Henri IV, dans le but d'instruire la jeunesse et la rendre amoureuse des sciences, de l'honneur et de la vertu pour être capable de servir au public. C'est beau. Qu'est-ce qui fait que vous alliez dans ce lycée? L'objectif pour moi était vraiment de préparer le concours d'officier, le concours de recrutement direct de Saint-Cyr. Ok. Moi, j'avais passé à l'époque, les plus anciens s'en souviennent, un bac C qui était le bac scientifique à l'époque. Maths, scientifique. Mais j'avais aucune appétence pour les sciences et donc je me suis dirigé très rapidement vers la voie littéraire. Classe préparatoire littéraire. Classe préparatoire Ouais. littéraire donc à la Flèche, magnifique établissement. C'était vraiment l'école de la camaraderie. C'est là où j'ai vraiment découvert ce que c'était que l'esprit d'équipe aussi au sein d'un établissement militaire. Et je garde encore des amis de cette époque-là. Ouais. Vous saviez que Jean-Claude Brialy était passé par cette école? Mais nous avons de nombreuses vedettes, voilà, de nombreux illustres anciens qui sont passés par cette école. On peut en citer d'autres peut-être? Je pourrais éventuellement... Des gens qui ont fait très belle carrière militaire, voilà, j'imagine. oui, tout à fait. En 96, vous êtes fait une licence d'histoire à l'université de Lille. Oui, tout à fait, parce que j'avais une passion aussi... alors, pourquoi je bascule du Prytanée à la faculté d'histoire de Lille? C'est parce que je n'avais peut-être pas assez travaillé à l'époque au Prytanée. D'accord. J'avais bien profité de la camaraderie ambiante et je n'avais pas réussi tout de suite le concours de Saint-Cyr. Donc je suis passé par la voie un petit peu détournée de l'université pour préparer une licence d'histoire qui m'a permis ensuite d'intégrer Saint-Cyr. Ouais. Effectivement. Et vous intégrez Saint-Cyr en 96, vous y restez jusqu'en 99. 99, l'université de la Sorbonne, maîtrise d'histoire, avec un mémoire sur le Centre de coordination interarmée, organisme de recherche du renseignement opérationnel en Algérie sur la période 56-61. Pourquoi l'Algérie sur cette période? Alors en fait, j'ai eu l'opportunité d'effectuer, grâce à un magnifique professeur, le professeur Forcade aux écoles de Couët-Quidon, un cursus parallèle en fait. Il avait monté la possibilité pour
quand on était à Saint-Cyr, de suivre, pour ceux qui avaient déjà une licence, donc ce que j'avais fait à Lille auparavant m'a bien servi, on pouvait passer en même temps que notre diplôme de Saint-Cyr une maîtrise à la Sorbonne. Et donc moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de travailler d'une part sur l'histoire du renseignement, et d'autre part sur les événements les plus récents, les plus marquants pour nos armées à cette époque-là. Ok, donc c'était l'Algérie sur cette période. Voilà, parce que les archives n'étaient pas encore ouvertes sur tous les autres conflits, mais ça s'ouvrait progressivement à cette époque-là, en 99, sur la guerre d'Algérie. Pas de raison familiale, Non, d'origine non, pas. D'accord. Alors en 2000, vous intégrez le ministère de la Défense à Paris comme chef opérationnel dans différentes unités de l'armée de terre. Oui, tout à fait. Je pars donc en 2000 dans l'arme des transmissions. 40e régiment de transmission, des transmissions à Senlis, c'est pas le même. Pardon. Dans l'Oise, un des plus beaux régiments de l'arme des transmissions, où je découvre la vie de lieutenant en unité, très rapidement, avec un engagement extraordinaire en opération extérieure, avec des vrais professionnels. C'était une période assez fabuleuse à l'époque d'être lieutenant dans ce régiment à Senlis. On peut parler d'opérations, justement? Oui, tout à fait. Oui, j'ai été engagé très rapidement dès 2001, en fait, en avril 2001, avril à septembre 2001, en ex-Yougoslavie, donc sur un poste qui n'était pas vraiment un poste de commandement, mais plus d'état-major, donc à Mostar, en Bosnie-Herzégovine, donc au sein d'une force multinationale. Un poste intéressant pour découvrir les opérations extérieures, mais ce n'était pas un poste d'engagement avec une unité complète. Donc il y avait du bon et du moins bon. J'en suis rentré parfois peut-être un petit peu déçu de ce qu'on pouvait faire. Et heureusement, donc je rebondis sur les opérations extérieures, heureusement, entre guillemets, mon régiment était très vite engagé sur l'Afghanistan en fin 2001, début 2022. Et j'ai pu partir donc, très rapidement, donc, en début 2002, sur l'Afghanistan à Kaboul, avec l'engagement des premiers éléments français sur Kaboul, la force ISAF 1, donc l'opération Pamir. Qu'est-ce qui vous a manqué dans vos premières missions que vous avez trouvées justement en Afghanistan? Je pense qu'il y avait le goût du risque qui n'existait peut-être plus à l'époque en ex-Yougoslavie, et c'était très bien. Mais le fait de partir avec son unité, avec ses hommes, sur un théâtre pas encore ouvert, avec des menaces qui étaient complètement imprécises, dans un environnement non maîtrisé, là j'y étais. J'étais enfin à l'endroit où je voulais être et pour lequel je m'étais formé. Et ça, c'était vraiment exceptionnel. C'était votre rêve, quelque part, qui se réalisait? Oui, quelque part, oui. Alors, c'est un rêve quand ça se passe bien. Bien sûr. Mais c'était une mission qui a été dimensionnante pour tout le reste de ma carrière, ça c'est certain. Alors, dans cette mission en Afghanistan, quelles étaient vos tâches, justement? Alors, j'étais responsable du centre de transmission du colonel qui était le REP France, le représentant des forces françaises sur place. Donc, il y avait une mission qu'il fallait assurer de H24, donc de liaison permanente entre le théâtre afghan, qui venait de s'ouvrir, et les éléments de commandement français basés sur Paris. Là, vous êtes une équipe de combien de personnes? Je suis parti avec une quinzaine de personnes de mon régiment, donc du 41. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'on avait fourni, entre guillemets, les meilleurs éléments à l'époque, et on a eu une équipe extraordinaire sur place. Ouais. Et vous y restez combien de temps en Afghanistan? Un peu moins de 4 mois, parce que les conditions étaient extrêmement compliquées, extrêmement dures. Au niveau de la vie sur place, c'était extrêmement rustique, mais c'est aussi ce qu'on recherchait. On était contents, fatigués, mais contents d'être sur place. Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué, que ce soit en positif ou en négatif de cette période? Ce qui m'a marqué, c'est le regard de mes subordonnés sur moi, dès qu'il y avait des difficultés. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'on pouvait appliquer ce qu'on nous avait appris à Saint-Cyr, ce qu'on nous avait appris en école d'application, ce qu'on peut lire dans les livres, dans les romans, dans les témoignages de nos anciens. C'est le regard des subordonnés qui se retourne vers vous dès qu'il y a une difficulté. Et là, je me suis dit, oui, il faut assurer, c'est là où tu veux être. Et une des petites clés que j'avais, c'était d'être très sérieux, mais savoir aussi sourire dans les moments difficiles. Et parfois, un sourire, ça détend tout le monde. Et j'ai pu le vérifier sur place. Ouais. Est-ce que vous avez travaillé avec les forces de sécurité locales? Très peu à cette époque-là, parce que l'État afghan, à cette époque, en
2002 était dans un état de délabrement largement avancé. Donc les forces de sécurité n'étaient pas encore vraiment formées? Non, ce n'était pas encore très efficace. Il n'y a pas de coopération? Non, on travaillait beaucoup en international, pas mal de relations avec les forces américaines notamment, mais ça s'est limité vraiment à de l'interallié. En 2007 et jusqu'à 2011, vous occupez le poste de responsable en opération de contre-terrorisme. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ou pas? C'est un poste que j'avais choisi sur lequel j'avais choisi de postuler parce que... Vous êtes basé où là? Sur Paris. À Paris. Sur Paris. J'avais envie de passer sur une deuxième partie de carrière militaire. J'avais connu vraiment la belle partie opérationnelle. Parce que après cette période en Afghanistan jusqu'en 2002, j'ai eu la chance de commander une compagnie au 18e régiment de transmission, de partir au Kosovo avec cette compagnie, donc de mettre en place, de continuer d'appliquer les savoir-être et les savoir-faire qu'on m'avait appris avec mes hommes en opération. Mais arrivé en 2007, je voulais me remettre en cause. Voilà, et essayer de partir sur une deuxième partie de carrière qui était plus tournée vers l'analyse, vers l'expertise. Essayer d'approfondir un petit peu le côté intellectuel des forces armées. Voilà, je voulais trouver la meilleure place possible pour servir. Est-ce que, quand on vient en faire de l'analyse, la formation initiale que vous aviez eue vous préparait idéalement, ou est-ce que vous avez dû apprendre d'autres choses? C'est une très bonne question. En fait, il y a cette formation, le savoir-être, on l'apprend effectivement à Saint-Cyr, on l'apprend au Prytanée. Après, il y avait ce savoir-faire, je l'ai peut-être plus appris à l'université, à faire des recherches, en travaillant sur mon mémoire d'histoire à la Sorbonne. C'était vraiment du travail de recherche documentaire. Et ça, moi, j'adore ça. Et c'est quelque chose sur lequel il est indispensable de capitaliser quand on veut bien connaître le contexte dans lequel nos forces armées évoluent. Durant ces 4 ans, vous intégrez une équipe de combien de personnes? Alors, on était une petite dizaine au départ, et puis au fur et à mesure, la thématique sur laquelle nous travaillions à l'époque, donc le contre-terrorisme, la zone sur laquelle on travaillait a pris de plus en plus d'importance. Donc on a vu nos équipes augmenter petit à petit. Au départ, je me suis retrouvé tout seul sur un dossier avec 13 points particuliers à suivre, et puis je suis parti après en scolarité à l'école de guerre. On était déjà 3 à travailler sur ces points-là. Alors, j'imagine que là, vous nagez dans des eaux que vous adorez, puisque vous êtes au contact d'une équipe qui est passionnée par les mêmes choses que vous. Oui, tout à fait. La recherche, l'analyse, l'histoire. C'est exactement ça. Et imaginez ces équipes extrêmement motivées avec des outils d'analyse et d'interprétation de top niveau. Voilà. Et ça nous a permis d'avoir des vrais beaux succès, et j'espère que ça continue à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui fait qu'en 2015, et pour 3 ans, vous rejoignez l'ambassade de France en Indonésie, à Jakarta, comme premier secrétaire à la chancellerie politique? Déjà, c'est quoi la chancellerie politique? C'est la petite équipe soudée autour de l'ambassadeur de France en Indonésie, donc à Jakarta. Donc j'avais le rôle Et pourquoi comment s'est fait le passage de Paris dans l'analyse, la recherche, à justement... À un moment, il faut se confronter au terrain. Ouais. Il faut aller voir sur le terrain comment on arrive à développer des relations avec les partenaires locaux, avec les partenaires internationaux, toujours dans cette thématique du contre-terrorisme. C'est une zone extrêmement importante, l'Asie du Sud-Est. On ne s'en rend pas toujours bien compte de notre petit microcosme parisien, mais il y avait tellement de choses à faire, et c'est vraiment quelque chose qui était primordial de lancer, de relancer et de continuer ce qu'avaient fait mes prédécesseurs sur place, au contact direct de l'ambassadeur et des partenaires indonésiens. Quel est votre quotidien professionnel là-bas? C'est être en mesure, à l'époque, de bien rendre compte à l'ambassadeur du niveau et de l'évaluation de la menace terroriste sur les intérêts français sur place. Ça, c'est le premier point, c'est vraiment être en mesure d'avoir un œil acéré sur la situation sécuritaire sur place. Et les 2 autres grandes parties du métier sur place, c'était entretenir des relations les plus solides possibles avec les partenaires indonésiens d'un côté, mais aussi les autres partenaires américains, australiens, parce que l'Indonésie est une aire d'influence importante pour l'Australie.
Justement, les échanges avec les services locaux se passent facilement dans ce cas de figure? Ça se passe toujours très facilement. Ouais. Le terrorisme, c'est un élément fédérateur pour Et les services de sécurité. J'imagine qu'il faut donner pour recevoir. Oui, avant tout, d'échanges, il faut tisser un lien de confiance Ouais. basé sur votre professionnalisme. D'accord. Ça, c'est primordial. Il faut que votre partenaire ait confiance en vous et il faut être en mesure de lui montrer que votre expertise peut l'accompagner. Voilà, ça, c'est vraiment le fondement principal de la relation. Et par la suite, oui, il faut s'engager. Mais il ne faut pas s'engager comme on s'engage dans un mariage. Il faut s'engager comme on s'engage dans des fiançailles. Voilà, c'est la grande leçon que j'en ai tirée. Il ne faut pas attendre que ça soit une relation aboutie qui va durer éternellement. Il faut vraiment attendre que ce soit le point très particulier. On va faire une belle opération ensemble et ensuite on va passer à autre chose. Plus précisément, parce que j'ai du mal à différencier cette histoire de fiançailles, de mariage dans cet univers-là. C'est important de bien comprendre qu'on n'est pas lié Ah oui, à vie avec un partenaire. tout peut évoluer très vite. Tout évolue très très vite. Et on va parfois trouver un autre partenaire qui est très intéressant, qu'on n'aura pas identifié tout de suite, Ok. peut-être moins prestigieux Ouais. que les grandes centrales, mais avec lequel on va entretenir une relation très intéressante sur une opération, sur une analyse. Et puis après, on s'arrêtera parce qu'on aura bien fait le travail ensemble et on passera à autre chose. Voilà. Est-ce que vous aviez les mêmes outils, les outils aussi fins que ceux de Paris pour travailler ces analyses, ces Non, renseignements? l'objectif était bien d'être le relais principal D'accord. de la centrale parisienne à l'extérieur et d'être avec Paris en appui en permanence. Et c'est bien Paris qui pilote l'ensemble de la stratégie. Or, vie professionnelle, le quotidien est agréable dans ce cas de figure quand on travaille pour l'ambassade? Le quotidien est très agréable dans une ambassade, ça je n'en doute pas. En tout cas, c'était très agréable. Il y avait une excellente ambiance dans l'ambassade de France à Jakarta entre 2015 et 2018. La vie sur place est parfois un peu plus compliquée. Jakarta, à l'époque, c'était une ville avec beaucoup d'embouteillages et avec parfois plus de 2 heures de bouchon pour rentrer chez soi. C'est parfois un peu gênant. Mais en termes de sécurité, pas de soucis? Alors, pas on de a eu des périodes de tension sur l'ambassade de France à Oui. Jakarta, avec des attentats qui ont eu lieu à 150 mètres de l'ambassade. L'ambassade n'était pas visée, mais oui, ça crée une certaine interrogation. Et puis, on a vécu à l'ambassade de France à Jakarta les attentats du Bataclan et de Paris en novembre 2015, où il y avait une vraie interrogation pour tous les ressortissants français. Il y avait 2000 Français à peu près sur Jakarta. Et on ne se connaissait pas tous, mais on avait une forte relation avec la communauté française. Beaucoup d'interrogations, donc il y a beaucoup d'explications à apporter à nos ressortissants dans ces cas-là. Alors, à Jakarta, vous y restez jusqu'en 2018. Là, c'est le retour en France. Jusqu'en 2021, vous êtes chef de secteur puis directeur de projet au ministère des Armées. Et puis, avril 2021, c'est le passage dans le privé à la Tour Eiffel. On va en parler. C'est quoi le déclencheur? Le déclencheur, c'est toujours la remise en question. Voilà, moi, j'avance en me remettant en question. Et arrivé à un moment, il ne faut pas avoir peur de se dire, mais là, en fait, est-ce que je suis encore en train d'apporter à mes équipes et à mes chefs exactement ce qu'ils attendent, ou est-ce que je ne suis pas en train de devenir parfois un vieux con qui radote? Voilà, c'était un petit peu ça, c'était ça l'élément déclencheur. Et après, tout est une question d'opportunité. Voilà, tout au long de ma carrière, moi j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires à chaque moment un peu charnière, et qui m'ont tout de suite bien orienté, bien guidé. Ça peut être un Vorace à Couët-Quidan, ça peut être un commandant d'unité à Senlis, ça peut être un chef de bureau lors de mon premier passage au ministère des Armées. Et à chaque fois, c'est la remise en question qui permet d'avancer. Alors, justement, la chance de pouvoir rejoindre la société d'exploitation de la Tour Eiffel, la 7, pour ce monument dont je parlais en termes de cette émission, prestigieux, plus connu au monde, plus beau, on va dire. Comment se fait la connexion pour avoir ce job dont tout le monde rêve, j'imagine, en tout cas dans le milieu de la je ne sais pas si tout sécurité. le monde en rêve, mais c'est vrai que c'est un poste très exposé. Généralement, les directeurs de sécurité, on aime bien prendre des responsabilités. Oui. Alors, il ne faut pas faire ce métier, je pense. Mais c'est un poste à très haute responsabilité. La connexion s'est faite par opportunité.
Voilà, c'est une recherche qui intervient à un moment où je me pose des questions. Et puis après, c'est le déroulement logique, normal et habituel d'un recrutement avec un entretien qui permet au directeur général de juger de la valeur de la personne ou pas. Et puis après, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi. La Tour Eiffel, c'est 90% de machinerie, 10% de paillettes. Il ne faut pas se dire que c'est 90% de paillettes et 10% de machinerie, non. Ouais. C'est une magnifique mission, mais c'est une mission extrêmement compliquée. Alors justement, vaste programme, comme dirait le général. On aborde des dossiers de sécurité, de sûreté. On doit gérer pas seulement l'édifice, mais le parvis, avoir un regard quand même sur les abords, sur le Champ de Mars. La Tour Eiffel, c'est bien évidemment des visiteurs qui passent une demi-heure, 1 heure, mais c'est aussi des restaurants. Deux restaurants, Restaurants. deux beaux restaurants. Bon, le Jules Verne, connu dans le monde entier, 3 étoiles. Une étoile. Une étoile, pardon. Largement C'est suffisant. des étoiles qui brillent dans les yeux. La sécurité des touristes, des VIP qui sont nombreux, on va en parler. L'entretien également du monument, parce qu'il a beau avoir l'air extrêmement solide et indestructible, il a besoin d'être soigné. L'événementiel, avec comme horizon les JO 2024. Bref, un panel de missions extrêmement complet. Une équipe de combien avec vous ? Alors moi, j'ai une petite équipe resserrée de 9 personnes à mes côtés. Oui. Et j'ai la chance d'avoir un très bon partenaire de sécurité privée qui a le contrat de gardiennage de la Tour Eiffel. Et on a un réservoir de 250 personnes qui appartiennent à ce prestataire de sécurité. 250 agents de sécurité. Voilà, on a vraiment un réservoir parce que nous, on veut travailler avec des agents qui connaissent le monument. Okay. C'est primordial. Okay. Pour la sécurité incendie ou pour la sûreté, la lutte contre la malveillance, on a besoin d'avoir nos agents qui connaissent parfaitement le monument et les abords du monument. Donc il faut qu'on arrive à les intégrer. On a une période de formation, d'intégration dans l'équipe, dans la famille Tour Eiffel. Oui. Et ensuite, après, on se sert vraiment de ces forces vives pour vivre au jour le jour. Oui. Comment se passe le continuum de sécurité entre justement la Tour Eiffel et les forces de sécurité publiques ? C'est une excellente question parce que c'est vraiment la question que je m'étais posée au tout début quand je suis arrivé sur ce poste. Et je me suis un peu rendu compte qu'on n'avait pas forcément une très bonne image de la Tour Eiffel à l'extérieur. Okay. C'est-à-dire qu'on n'avait pas réussi à intégrer parfaitement la Tour Eiffel dans l'écosystème sécuritaire parisien. Donc une des premières missions, une des premières tâches que je m'étais fixée avec mes équipes, c'était d'intégrer au mieux les cercles opérationnels, décisionnels, ou au moins de faire connaissance, au moins de créer cette connexion avec la police municipale de Paris, qui était créée quasiment au moment où je suis arrivé sur la Tour Eiffel, avec la préfecture de police aussi, mais aussi avec la brigade de sapeurs-pompiers. Il y a énormément de connexions qui ont été développées. On est encore au début de ce développement de connexions opérationnelles. Maintenant, on essaie d'aller toujours plus loin. Et en développant ces relations, c'est primordial pour nous. J'imagine une relation à développer également avec les pompiers. Oui. On a la chance d'avoir des équipes qui interviennent régulièrement sur la Tour Eiffel. On s'entend vraiment très bien avec la caserne de Malard, donc de la BSPP, qui vient régulièrement chez nous s'entraîner, des entraînements sportifs. Donc tous les jeudis matins, ne soyez pas étonnés si avant les horaires d'ouverture, vous voyez des pompiers courir dans les escaliers de la Tour Eiffel. C'est l'entraînement physique de nos pompiers. Mais aussi avec l'unité du Grimpe, qui vient quasiment 2 fois par mois s'entraîner. C'est l'unité qui est spécialisée au secours à victimes pour descendre des édifices tels que la Tour Eiffel. Et donc, ils s'entraînent très régulièrement. Mais bon, on a d'autres unités spécialisées. La BRI aussi Alors la BRI, oui, on a la chance d'avoir des gens extrêmement impliqués dans la sécurité de la Tour. Donc on a une unité de niveau 3, donc nous sommes en zone BRI, donc les premiers qui interviennent en cas de problèmes graves, type terrorisme, sur la Tour Eiffel, ça va être la BRI. Quand on a des problèmes de sécurité un peu plus traditionnels, on a la brigade d'intervention de la préfecture de police qui vient aussi très régulièrement s'entraîner. D'accord. On a des gens qui sont parfaitement formés. Et surtout, on a le commissariat du 7e arrondissement, qui est un vrai partenaire, voilà, avec des gens qui connaissent parfaitement la tour, les abords, et qui nous aident plus dans la lutte contre la malveillance que contre la criminalité. Mais c'est exactement ce dont on a besoin pour rassurer les visiteurs, les salariés, et assurer la protection des événements. Parce que vous êtes responsable uniquement du parvis, c'est-à-dire ce qui se situe sous la Tour Eiffel, qui est maintenant délimité par un mur de protection transparent. Oui, par une enceinte vitrée. Oui, c'est ça. On a une délégation de service public, donc la
Société d'exploitation de la Tour Eiffel, c'est une société publique locale qui a une délégation de service public sur effectivement le parvis, le monument et les allées cavalières qui sont juste à côté du monument. C'est là où on a les premières files d'attente assez courtes pour ensuite accéder sur une enceinte très sécurisée, le parvis, qui permet de monter sur le monument. Et vous êtes également très attentif à ce qui se passe sur le Champ de Mars. On a parlé dans les médias il y a quelque temps des problématiques de pickpocket, de violence, mais ce n'est pas de votre responsabilité directe, Non, mais ça impacte. On est très attentif à deux points particuliers, le Champ de Mars, le Trocadéro, et le troisième point qui nous intéresse beaucoup, c'est le flux de nos visiteurs qui viennent ou du métro Alma-Marceau ou du métro Bir Hakeim. C'est vraiment les flux des visiteurs et les nuisances qui peuvent venir des deux zones. Donc il y a une vraie étude de terrain qui est faite par nos soins et ça nous amène forcément à collaborer de plus en plus grâce au commissariat du 7e arrondissement au sein d'un groupe de partenariat opérationnel avec les associations des riverains du Champ de Mars, avec la mairie d'arrondissement du 7e, avec la police municipale et avec la police nationale bien entendu. En ce qui concerne la Tour Eiffel elle-même, est-ce que la sécurité-sûreté se gère de la même façon pour les visiteurs temporaires, ceux qui viennent passer une demi-heure ou une heure dans les 3 étages, je crois, voire 4 même, que ceux qui viennent dans les restaurants assez prestigieux? Oui, on a le même niveau d'exigence en termes de sécurité pour tous les visiteurs de la Tour Eiffel. Il n'y a aucune exception. Donc à partir du moment où vous allez au Jules Verne, vous allez passer aussi les 2 contrôles de sécurité qui permettent d'accéder au monument. Et ça, pour nous, c'est vraiment une ligne rouge. Il est hors de question qu'il y ait un quelconque passe-droit pour un visiteur, pour quelqu'un qui accède au monument. Quel qu'il soit, même les VIP. Alors oui, même les VIP. Et on a des procédures très particulières pour les faire accéder au monument. On s'organise. On a des équipes d'accueil qui sont très performantes, qui arrivent à manager des foules, à stopper des files d'attente de visiteurs pour monter sur les ascenseurs. Donc on arrive à s'organiser pour créer quasiment un couloir dans lequel on a sécurisé l'arrivée d'un VIP. Parce qu'ils sont nombreux. Récemment, Jennifer Aniston, je crois. Oui, Jennifer Aniston, oui. Mais on a plusieurs visites politiques, de membres du gouvernement régulièrement, parce qu'on a au premier étage le salon Gustave Eiffel, qui est un magnifique espace de réception, et il y a beaucoup de conférences, et on a effectivement des responsables politiques présents. Mais on peut avoir de grandes célébrités comme Kim Kardashian, qui du jour au lendemain décide de venir visiter la Tour Eiffel en famille, en sortant de son jet, voilà. Alors il faut tout mettre au point pour pouvoir la recevoir, parce que c'est prestigieux aussi pour la Tour Eiffel. Alors c'est important pour nous. La gestion du VIP, c'est pas tant la gestion du VIP qui nous intéresse, c'est de ne pas créer de troubles pour les autres visiteurs. D'accord. Voilà. Il est hors de question de tout bloquer pour un VIP, mais il est en même temps hors de question que l'attroupement de visiteurs bloque la visite de quiconque, que ce soit le VIP ou d'autres visiteurs. Donc c'est important de bien s'organiser. Et c'est finalement assez simple. Quand on a un petit peu l'habitude, on se rend compte et que surtout quand on a les bons responsables au bon poste, on s'en sort plutôt bien et rapidement. À ce propos, parce que le téléspectateur qui nous regarde ne le sait peut-être pas, ne se rend pas compte du nombre de personnes qui viennent visiter la Tour Eiffel par jour et par an. En moyenne, c'est quoi? On a à peu près, on prévoit pour 2023 à peu près 6 à 6,2 millions de visiteurs sur l'année. Les grosses journées sur la Tour Eiffel, pendant l'été, on peut monter jusqu'à 30 000 visiteurs par jour. C'est monstrueux. C'est extrêmement compliqué à gérer. C'est effectivement une petite ville qui se déplace tous les jours sur l'enceinte de la Tour Eiffel. Mais c'est compliqué pour tout le monde dans cette zone. On se doute bien que la Tour Eiffel, comme d'autres monuments en France ou même dans le monde, très représentatifs comme ça, c'est une cible pour les terroristes, entre autres. Quelle nouvelle technologie vous avez pour vous aider justement à assurer cette sécurité? En termes de technologie, on a mis un énorme effort récemment sur la fiabilité de notre système de vidéoprotection. Alors, on a énormément de caméras de vidéoprotection. Je ne vais pas dévoiler le chiffre ici, mais on en a plusieurs centaines. Et on a des systèmes qui nous permettent de bien travailler sur l'intrusion. Nous, on est vraiment sur... L'objectif est d'assurer une défense périmétrique, hermétique. Et le périphérique, entre guillemets, on veut que ça soit géré, en coordination bien sûr avec eux, par la préfecture de police. Voilà. Nous, on essaie d'être ultra performant sur le périmétrique
Et c'est vraiment par ce système de vidéoprotection pour l'instant qu'on y arrive. Vous avez des détecteurs aux entrées, des escaliers ou des ascenseurs de métaux ou de je ne sais Oui, pas, tout à fait. Ouais. On a un premier check dans de sécurité. les aéroports ou C'est exactement le même Ah oui. type de fonctionnement. Ouais. D'accord. On a une première vérification qui se fait au moment où vous passez le mur d'enceinte, Oui. avec un contrôle visuel de vos bagages, l'interdiction de certains objets. Et ensuite, dès que vous rentrez sur le monument, dès que vous prenez ou les escaliers ou un ascenseur, vous avez un passage au scan obligatoire, oui, Ok. de tous vos bagages. Avec fouille aussi également, j'imagine. Si nécessaire, mais généralement, tous les visiteurs sont habitués maintenant où vous alliez à présenter leurs affaires très rapidement. Donc, on a très peu de soucis de ce côté-là. Et on organise, nous, de temps en temps, des audits internes. On s'entraîne à voir si nos mesures sont efficaces. Alors la Tour Eiffel, elle sera au centre du monde encore plus lors des JO 2024 et de la cérémonie d'ouverture qui va se dérouler le long de la Seine sous ses yeux. En termes événementiels, sur quoi vous travaillez justement pour que tout ça soit une réussite? Ça sera une grande réussite pour nous si on arrive à accueillir aussi bien nos visiteurs qu'on le fait actuellement. Voilà. Nous, c'est vraiment l'objectif qu'on se donne, c'est avoir la capacité d'accueillir sans grande difficulté le visiteur qui veut accéder à la Tour Eiffel. À partir de là, c'est le flux des visiteurs, la gestion du flux de visiteurs à l'extérieur qui va être le plus important pour nous. On sait très bien que la cérémonie va être un moment fort. On pense qu'on va être impacté par cette cérémonie d'ouverture. Et c'est logique, hein, les mesures de sécurité sont primordiales pour que ça se déroule de la meilleure des façons possibles. Après, on n'est pas très inquiet, je vous le dis très clairement, parce qu'on voit que ça travaille beaucoup. On n'a pas encore les réponses à toutes nos questions, mais on voit que la grande machine de la sécurité pour les JO est bien en route. Et c'est un côté très rassurant pour la Tour Eiffel. On va pas être pris de court, ça c'est certain. On va répondre aux défis avec envie et avec efficacité, ça soyez-en sûrs. Pour terminer, Sébastien, avec votre expérience, avec le recul que vous pouvez avoir maintenant, pour vous, quels atouts devront avoir les jeunes générations qui s'engagent dans la sécurité privée? Je crois que vous avez dit le mot, c'est l'engagement. C'est l'engagement qui est primordial. C'est ce qui manque dans tout. Dès qu'on voit un problème dans le domaine de la sécurité, de la sûreté, de la prévention des risques, c'est le manque d'engagement qui est la première cause de défaillance. Et à partir du moment où on sera engagé, on va réussir à se former, on va réussir à s'intégrer à une équipe. Et le deuxième élément pour moi qui est primordial, c'est le collectif. Voilà. On ne fait pas de la sécurité seul, isolé. Voilà. Et on en revient un petit peu, vous voyez, à l'idée d'intégration dans l'écosystème sécuritaire parisien pour la Tour Eiffel. On ne peut pas travailler tout seul dans notre coin. Il faut à tout prix que nous soyons tous interconnectés. Et un jeune qui va arriver dans le domaine de la sécurité maintenant, il faut qu'il soit engagé, il faut qu'il soit collectif, et il faut qu'il ait envie de travailler, ça c'est certain. Et je terminerai par une citation de Jean Giraudoux qui résume bien votre mission aujourd'hui, Sébastien. J'ai sous les yeux les 5000 hectares du monde où il a été le plus pensé, le plus parlé, le plus écrit, en parlant de la Tour Eiffel. Donc un monde à protéger. Merci infiniment. Merci Alexandre. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Data Miner a été heureux de vous présenter Parcours.